Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle ça va être la suite logique de la première vidéo que j'ai déjà faite sur le RRF, où il y a certains de mes propos qui ont été erronés. Donc j'ai décidé d'en faire une deuxième, j'ai reçu de l'aide et je vais remercier tout de suite les personnes qui m'ont aidé. La personne qui m'a aidé surtout, puisqu'il y en a une. Donc le réseau radio du futur, autrement dit RRF, bonne idée ou grosse erreur. Partie 2, propos revus et corrigés. J'espère que cette fois-ci, je ne vais pas dire de conneries. Normalement, c'est cadré, c'est bon, voilà. Donc, suite logique, pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, je vous invite à aller la voir, je vais mettre un lien en dessous. Je vais essayer de voir si on peut afficher quelque chose sur YouTube ici, partie 1. Je vous invite à la regarder. Et ensuite, partie 2, on corrige les propos, c'est parti. Tout d'abord, je voudrais remercier beaucoup, un grand merci à Alain Dominguez, qui n'est autre que le directeur technique adjoint responsable de l'ingénierie du réseau Radio du Futur au ministère de l'Intérieur. Donc c'est un peu le numéro 2 du réseau, si vous voulez, qui m'a contacté en privé, avec qui on a passé beaucoup de temps pour corriger la première vidéo. Donc merci à vous Alain, parce que je sais que vous allez voir cette vidéo. Donc merci encore pour le temps que vous avez pris à me répondre, voilà, et le temps que vous avez pris à réécouter, à corriger mes propos. J'espère que cette fois-ci, ce sera la bonne, puisque je rappelle que je ne fais pas partie du programme de développement du RRF. Donc cette vidéo, elle est là à but pédagogique. Je ne sais pas tout. Si vous me posez des questions en commentaire, n'hésitez pas, ce sera avec plaisir. Je tâcherai d'y répondre. Maintenant, je ne suis pas autant expert que M. Dominguez, qui lui s'occupe depuis plusieurs années de ce réseau. Alors, on y va, on commence. Avant de parler du RRF, il faut venir à la genèse. Pourquoi on en arrive au RRF aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on en arrive à remplacer nos vieux smartphones, nos vieilles radios tétrapol par des radios 3G, 4G, voilà, qui vont s'interfacer sur un réseau nouvelle génération multiplexé type téléphone portable? Eh bien, en France, il y a 3 réseaux. Enfin, en France, il y en a 2, et en Outre-mer, il y en a un troisième. L'INPT, infrastructure nationale partagée ou partageable des transmissions. Le réseau Ruby, qui était le premier réseau qu'on a vu en France, et le réseau Quartz, qui est un réseau à destination de l'outre-mer pour tout ce qui est force de sécurité de l'outre-mer. L'INPT a vu le jour, je vous ai dit pas le premier, c'est le deuxième qui est arrivé. Il y a eu Ruby d'abord, on va en parler juste après. INPT, c'est un réseau qui est dans la bande des 400 MHz, qui a été créé en 1994 et qui est utilisé principalement par ses acteurs. Au début, à la base, il a été fait pour Acropole, pour la police nationale, donc c'est leur système, on appelle ça Acropole, et il a été rejoint petit à petit au cours des années 2000, si je ne me trompe pas, je ne sais plus si c'est 2000 ou 2005, par tout ce qui est sapeurs-pompiers, le SAMU, la sécurité civile, et également la gendarmerie qui utilise ce réseau. Donc ça, c'est un peu le réseau en France, c'est le réseau des secours. Aujourd'hui, quand une équipe pompier débarque chez vous, ils utilisent ce réseau-là, le réseau INPT. Il y a 2 autres réseaux qui existent sur le territoire de la France et de l'outre-mer. Il y a Ruby. Ruby, c'est le tout premier réseau qui a été créé pour la gendarmerie, donc créé en 1986, et qui est en bande 80 MHz. À l'époque, la norme tétrapol n'existait pas. Et si j'ai bien suivi l'histoire, on est venu demander à... Alors, c'était pas Airbus à l'époque, c'était... Avant Airbus, ça s'appelait EADS, encore avant, si je ne me trompe pas, ça s'appelait Matra Communication. Donc, on est venu demander à Matra de faire un réseau, de mettre sur pied un réseau. Et donc, c'est comme ça que la norme tétrapol a vu le jour. Donc, Ruby, c'est le tout premier. C'est la toute première chose qui a été créée. Donc, c'est un vieux réseau, vous voyez. Il a plus de 30 ans, à l'heure où je tourne cette vidéo, puisqu'on est fin mars 2022, donc il est bien âgé. Et enfin, le réseau Quartz, donc c'est un réseau qui est bibande, bande 400, alors en bande et 80 MHz et 400 MHz, qui lui est à destination, alors c'est faux ça, je me suis trompé, c'est pas dédié à la gendarmerie, c'est dédié aux forces de sécurité en général, donc pas que la gendarmerie, pour tout ce qui est territoire outre-mer. Voilà. Alors, si on revient, comme je vous ai dit, il y a 3 réseaux régaliens, l'INPT, Ruby, Quartz. Aujourd'hui, l'État est 100% propriétaire de ce réseau. Donc c'est l'État qui les installe, c'est l'État qui les maintient en conditions opérationnelles, c'est l'État qui les remplace, tout est fait, voilà, tout est géré 100% par l'État. On a un problème, c'est que parmi ces réseaux, il y a des technologies hétérogènes. Il y a des technologies IP, Internet Protocol, donc tout ce qui est TCP/IP, qui peuvent transiter sur des réseaux IP, sur de l'Internet par exemple. Et on a aussi une vieille technologie qu'on appelle du TDM, Time Division Multiplexing. Je ne veux pas vous mentir, je ne sais pas exactement en quoi ça consiste, le Time Division Multiplexing, mais aujourd'hui on trouve les 2 types de technologies sur ces réseaux-là, et on a une obsolescence du TDM. Alors,
Le problème du TDM, c'est quand un équipement TDM tombe en panne, on ne peut pas le remplacer. On est obligé de le remplacer avec un autre équipement d'occasion. Donc on va déshabiller Pierre pour habiller Paul. Donc, pourquoi le RF? Parce qu'on arrivait déjà avec des coûts, j'en parlais, voilà, un réseau qui est très coûteux, une obsolescence du matériel, et surtout, ça ne répondait plus aux besoins métiers. Aujourd'hui, les équipes, elles ont besoin de communiquer, elles ont besoin de pouvoir envoyer de l'image, elles ont besoin de pouvoir envoyer de la data au débit, et c'est pas possible dans le réseau actuel, puisque le réseau INPT, Ruby ou Quartz, c'est des réseaux très très bas débit. On est vraiment sur des technologies type pré-GSM qui permettent juste de faire passer de la voix. Dès qu'on fait passer de la data, c'est des toutes petites data type SMS, quoi. Ça ne va pas plus loin. Donc, comme je vous l'ai dit, il a été très coûteux. Le réseau, à ce jour, on parle d'environ 2 milliards d'euros. Et on a également un problème de couverture réseau. Puisque, à ce jour, si on prend juste la France et si on prend juste le cas de l'INPT, eh ben, on se retrouve avec 45% du territoire qui est couvert. On monte à 89 ou 90% si on ajoute les relais véhiculaires. Mais initialement, si vous prenez le réseau avec les stations de base en fixe implantées sur le territoire métropolitain, vous avez 45% de couverture. Donc ça, c'est un problème. C'est devenu un problème avec le temps, puisqu'effectivement, les pompiers ne peuvent pas communiquer partout, typiquement. Enfin, les secours en France en général, police, pompiers, SAMU, forces de sécurité civile, ainsi que tous les acteurs du secours autres qui viennent se greffer sur ces réseaux. Ensuite, qu'est-ce qui a joué dans la genèse du RRF? 2015, souvenez-vous, une année noire pour la France, des attentats à différents endroits, des attentats multisites coordonnés. Hypercacher, les frères Kouachi, il y a eu dans l'imprimerie à Damartin-Anguel, il y a eu également les attentats de 2015, le Bataclan, les terrasses de café, tout ça, qui a mis à mal un petit peu, on va dire, l'usage de ces réseaux. J'allais dire qui a mis à mal les forces de sécurité, mais non, mes propos sont faux, qui a un petit peu mis en lumière les limites des réseaux qu'on utilise aujourd'hui en France. On a eu plusieurs attentats, souvenez-vous. Montrouge, une policière qui avait été assassinée, policière municipale, l'hypercachère porte de Vincennes, l'ancien siège de Charlie Hebdo, je vais y arriver. Je dis ancien parce qu'ils ont déménagé depuis. Damartin-Anguel, alors c'était pas un attentat, mais c'est là que s'étaient réfugiés les deux terroristes. Les frères Kouachi, si je ne me trompe pas, les terrasses de café à Paris, le Bataclan. Tout ça fait qu'on s'est retrouvé avec des scènes multisites. Également, un attentat dont on a très peu parlé, le Koulibaly s'est entraîné, il a tué un jogger ou une joggeuse. Moi, j'ai beaucoup suivi cette année 2015, j'ai été personnellement marqué puisque j'étais secouriste à la Croix-Rouge, hyper actif, je tournais beaucoup, je prenais beaucoup de garde. Et donc, je prenais beaucoup de garde à Montrouge et à Bourg-la-Reine. Et donc, je sais qu'il y a eu, Montrouge, nous, on était au courant très rapidement quand il y a eu la policière qui était blessée, parce que moi je prenais des gardes quasiment tous les week-ends. J'alternais Montrouge-Bourg-la-Reine, et il y a eu un autre attentat dont je ne parle pas dans cette slide, qui est un jogger ou une joggeuse qui a été assassiné, je crois que c'était près de la Coulée Verte, pour ceux qui connaissent, donc secteur Bourg-la-Reine, là où je prenais des gardes à ce moment-là. Donc une année qui m'a beaucoup marqué, puisqu'à chaque fois j'ai été mobilisé sur ces attentats, et tout ce qui est Bataclan, moi j'y suis allé, clairement. Voilà, j'étais à l'arrière du Bataclan à soigner les blessés le soir du 13 novembre 2015. Revenons sur le RRF. Qu'est-ce qui s'est passé? L'INPT, donc ce qu'utilisaient les forces de sécurité pour communiquer, c'est un réseau qui est départementalisé. On a beau avoir une couverture nationale, même si elle n'est que de 45%, il est départementalisé. C'est-à-dire que les radios sont programmées pour avoir des canaux par département. Il y a un réseau de base qu'on programme dans la radio. Et si vous avez, quand vous êtes connecté, quand vous êtes dans le département, à portée du coup des stations de base du département, vous avez une liste de canaux. Et si ça n'a pas été programmé, eh ben, vous ne pouvez pas communiquer entre deux départements. Alors, voilà, c'est possible à condition que ça ait été programmé et pris en compte en amont. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en 2015, en début janvier 2015? On s'est retrouvé avec un assaut à données du côté de l'hypercachère qui était porte de Vincennes, si je ne me trompe pas, et du côté du 77 Damartin-Anguel, avec deux assauts à données à mener de façon coordonnée, et les services de sécurité, BRI, GIGN, RED, ne pouvaient pas communiquer ensemble en même temps à ce moment-là, à cause de ça. Donc ça a mis en lumière une grosse difficulté où on s'est dit, merde, comment on fait? Les mecs du 77, ils m'entendent pas quand je suis dans le 94. Bah oui, parce que c'est deux réseaux de base différents. Donc la départementalisation, la programmation des radios est différente. Et si ça n'a pas été prévu, en fait, on peut tout simplement pas communiquer entre des départements. Voilà. Donc, partant de ce principe-là, ils ont rencontré une problématique. L'idée du RRF était née.
Donc, qu'est-ce qu'ils ont commencé par faire? Ils se sont dit, bon, on va faire PC Storm. Assez rapidement, ils ont mis sur pied une solution type smartphone, comme ça, là, qui a permis de communiquer, de faire communiquer les différentes forces spéciales entre elles. Donc c'est une solution qui est court terme, voire moyen terme. Moyen terme, quelques années. L'objectif, c'était qu'à terme, il y ait le RRF qui soit mis sur pied pour tout le monde, et qu'en attendant, si les forces de sécurité avaient besoin de communiquer entre elles, pour notamment pallier au risque qu'on avait connu en 2015, le risque d'attentat, eh ben, ils aient ce qu'il faut pour communiquer entre eux. Donc, ils se sont basés sur des terminaux 3G, 4G. Ils sont passés sur de la 3G, là où aujourd'hui le RF ne l'utilise pas, on va le voir tout de suite. Donc, tout ça a été mis sur pied suite à ces attentats, et ensuite il y a eu une réflexion qui a été menée, on parle de 5 ans de réflexion, pour avoir un nouveau réseau qui réponde aux nouveaux besoins des métiers, aux différents besoins de chaque métier. Les métiers de la sécurité civile, les métiers du SAMU, les métiers des forces spéciales, les métiers de la police, les métiers de la gendarmerie, ils ont tous des besoins différents. Donc, qu'a fait l'équipe du RRF? Eh ben, ils sont allés rencontrer les différents acteurs, tout simplement pour leur parler du projet et comprendre leurs besoins. Et ensuite, ils ont commencé à le mettre sur pied. Donc l'objectif du RF, c'était d'avoir un réseau unifié sur le territoire national, évolutif grâce aux dernières technologies, et qui puisse utiliser des technologies que tout le monde utilise. Typiquement, ça aujourd'hui, tout le monde l'utilise. Il n'y a pas besoin, dans une logique de réduction des coûts, une station de base qu'elle serve pour un opérateur téléphonique, qu'elle serve à ce que moi je puisse téléphoner en tant que particulier, ou à ce qu'un acteur de la sécurité civile en France puisse téléphoner, l'usage il est le même. La station, elle va être là. Donc, ils ont vraiment pris le temps. Là-dessus, j'étais assez impressionné de me dire qu'ils ont vraiment pris le temps de comprendre les besoins de chaque métier et de le mettre sur pied. Donc maintenant, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le RF, très 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 vulgairement, et là je sais que Alain Dominguez, le directeur technique, va sourire en voyant cette slide. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, on va remplacer les vieilles radios Tétrapol, typiquement ça c'est un modèle qu'on trouve beaucoup chez les pompiers, par ça. Donc les vieilles radios Tétrapol par un smartphone. D'un point de vue utilisateur, ça va être ça. Si vraiment on se limite au sens stricto sensus de je veux une radio pour communiquer, dans un sens, j'avais un espèce de talkie-walkie avec un bouton sur le côté pour parler, là j'aurai la même chose, un smartphone durci, avec sans doute un bouton sur le côté pour communiquer, et puis surtout je vais pouvoir pianoter sur mon téléphone, avoir une connexion internet, avoir plein de trucs, des applications métiers sur mon téléphone, en plus de pouvoir communiquer avec. Voilà, c'est vraiment... Ça, si on réduit à son sens le plus simple et à son utilisation la plus simple, c'est ça. Voilà, grosso modo. Donc je sais que si jamais il y a des gens qui regardent, qui font partie du RAF, souriez, c'est vraiment pour se mettre dans la... C'est très simpliste, mais c'est pour que ce PowerPoint puisse être accessible à tout le monde. Ensuite, pourquoi le RF? Pourquoi il a été mis sur pied? Donc je vous ai dit qu'il y avait une réflexion qui a été menée. Est-ce qu'ils se sont posé la question de savoir si c'était intelligent de faire son propre réseau? Je vous ai dit, l'INPT, enfin les secours en France aujourd'hui utilisent des réseaux dont l'État est 100% propriétaire. Est-ce que c'est judicieux de faire passer, de remonter un réseau 4G complet et d'assurer la couverture, du coup, et la maintenance de tout ce réseau? Non, clairement trop coûteux. Estimation 2 milliards d'euros. On parle d'environ 2 milliards d'euros s'il fallait refaire un réseau. Donc 2 milliards d'euros aujourd'hui... on n'arrête pas de nous dire que les caisses sont vides, jamais les budgets seront acceptés. Donc ils se sont dit, plutôt que d'utiliser notre propre réseau ou de faire notre propre réseau, pourquoi pas, ce que je vous ai dit, utiliser le réseau des opérateurs existants. Il y a une couverture nationale, il y a des téléphones portables qui marchent bien en France, pourquoi pas utiliser ça? Oui, eh bien oui, c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont utiliser la couverture des opérateurs de téléphonie mobile des 4 opérateurs en France, mais pas n'importe comment. L'objectif, c'est d'avoir de la résilience. La résilience, c'est quoi? C'est si jamais mon réseau, à un moment donné, il y a quelque chose qui tombe en panne, il faut qu'il y ait autre chose qui puisse suppléer à cette panne et que ça continue de fonctionner. Donc, plusieurs opérateurs, un réseau multi-opérateur. Et il va falloir également garantir le fonctionnement de ces réseaux avec des engagements contractuels. On se dit, on va utiliser le réseau des opérateurs, donc qui sont des civils, qui sont des privés. Faut quand même pouvoir garantir tout ça. Donc on va mettre de la résilience en utilisant plusieurs, en se disant s'il y en a un qui tombe en panne, une grosse panne par exemple, l'objectif c'est qu'il y en a un autre qui techniquement ne sera pas touché et puisse continuer de fonctionner. Mais en même temps, si jamais il y en a un qui tombe en panne, il faut qu'il soit engagé de façon contractuelle avec des pénalités à la clé pour pouvoir rétablir son réseau dans un délai donné, puisque si jamais vous en avez besoin pour vous communiquer, il faut que le réseau soit opérationnel.
Alors si c'est une station de base qui tombe et que vous êtes dans une zone où il y a plein d'autres réseaux, c'est pas gênant. Si c'est 3-4 stations de base qui tombent en même temps sur le même périmètre et que vous avez un blackout d'une couverture réseau dans cet emplacement-là, c'est beaucoup plus gênant, puisque si les secours interviennent à cet endroit-là, ils ne pourront pas communiquer. Voilà. Et enfin, ils se sont dit, l'objectif, plutôt que de refaire notre réseau et d'utiliser des réseaux qui sont déjà faits, ça va être utiliser des normes déjà existantes. 4G, 5G, et puis j'ai mis les futurs 6G, parce qu'il y aura peut-être de la 6G, 7G qui viendront dans les années à venir, et il est probable que le RRF, quand il sera vraiment mis sur pied, il migre petit à petit vers cette technologie, puisque ce sont des technologies IP utilisées par tout le monde, et puis que tout le monde va migrer naturellement. Voilà. Ensuite, pourquoi le RRF? Deuxième partie, la couverture téléphonique en France. Si on la compare avec l'INPT, aujourd'hui on a 97% du territoire métropolitain qui est couvert en 4G, je précise. On va monter à 90% d'ici 2025, et l'objectif du RRF aussi, avec l'arrivée du RRF, c'est de pousser les opérateurs à maximiser encore la mise en place de leur réseau et optimiser la couverture. Donc il va y avoir plusieurs lots de livraison, je ne vais pas en parler, mais le lot 1 fait partie, typiquement lot 1, lot 2, lot 3, le lot 1 dans le RRF, c'est la livraison de la part des opérateurs de téléphonie mobile d'une couverture proche de 100% en France. Alors, quand on compare, comme je vous ai dit, 97% du territoire métropolitain qui est couvert en 4G, quand on compare avec l'INTP, on est à 45%. 90% avec les relais véhiculaires. Donc, tout ça, c'est à la charge de l'État. L'INPT, aujourd'hui, le RRF, pardon, il va répondre aux nouveaux besoins métiers. Il va y avoir de la data haut débit, il va y avoir de la téléphonie mobile, puisque avec votre téléphone, avec votre smartphone durci, vous allez pouvoir passer des coups de téléphone. Aujourd'hui, dans la plupart des métiers, ils utilisent leur téléphone personnel ou un téléphone additionnel qui a été fourni par le service. Donc là, ils vont pouvoir faire les deux en un. Avoir une connexion Internet sécurisée, une application métier type fiche bilan patient, type application police, il y a sûrement des choses pour rechercher, pour passer au fichier des personnes recherchées, des choses comme ça. Ça, vous allez pouvoir y avoir accès directement sur un smartphone 4G, 4G, 5G, 6G, avec une connexion au débit, où vous allez pouvoir passer des appels téléphoniques, etc., etc. Finalement, tout ce que vous faites avec votre smartphone, sauf qu'il faut imaginer que ce sera dans un environnement durci et en plus sécurisé, puisque toutes les connexions vont être sécurisées. Ensuite, l'avantage d'un tel réseau, c'est que ça utilise des standards. Donc ce serait évolutif. Donc typiquement IP, LTE, Wi-Fi, on peut imaginer qu'il y ait du Bluetooth, on peut imaginer qu'il y ait des futurs technos aussi. Alors là, on parle de LoRa, je ne sais pas si ce sera utilisé. Voilà, on peut imaginer d'autres technologies qui seraient exploitées pour faire fonctionner ce RRF. Donc des standards, tout simplement, qu'on réadapte, qu'on sécurise et qu'on utilise pour les besoins métiers des acteurs du secours en France. Ça va permettre une ouverture à la concurrence, contrairement à Tétrapol avec Airbus. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, quand ils sont arrivés, quand l'État est arrivé, est allé voir Matra Communication, je ne suis pas sûr que ce soit Matra, mais bon, bref, l'ancienne boîte avant que ça s'appelle Airbus, en leur disant faites-nous un réseau. Ça n'existait pas, donc Airbus, ils ont fait leur standard Tétrapol, ils ont été tout seuls, et aujourd'hui, les standards, il n'y a que Airbus qui fait du Tétrapol. Contrairement par exemple à une norme similaire qu'on appelle le Tétra, où là il y a beaucoup plus de fabricants qui font du métal Tétra. Le Tétrapol, c'est que Airbus. Donc quand vous achetez du Tétrapol, vous êtes pieds et mains liés avec Airbus, et du coup c'est eux qui fixent leur prix, il n'y a pas de concurrence. Donc là ça va permettre une ouverture à la concurrence. Ça va permettre également des applicatifs métiers upgradables. Parce que votre métier évolue, les besoins évoluent, on fait évoluer les applications en conséquence. Très facilement, il n'y a pas besoin de changer le matériel, le hard. Vous aurez votre smartphone durci et on fera évoluer tout ça très simplement. Ça va permettre également d'être interconnecté. Grâce à ces technologies, aujourd'hui, elles peuvent s'interconnecter très facilement. Tout ce qui est infrastructure informatique, tout ce qui est Internet, technologie utilisant de l'Internet, tout ce qui est satellite aussi, il y a des connexions spécifiques, on peut s'interconnecter. Et on va également l'interconnecter avec, oui j'ai mis ça là, réseau haute montagne, puisque l'objectif du RRF, c'est de s'interconnecter avec les réseaux existants. Réseau haute montagne, aujourd'hui, la 4G, ça passe très mal en montagne. Et c'est normal, ce n'est pas une technologie qui est prévue pour. En revanche, les réseaux haute montagne qui existent déjà, qui sont très résilients, qui sont montés pour ça, on va tout simplement les interconnecter avec le RRF de façon à ce que les opérateurs puissent se parler. Donc on va maintenir en place les réseaux, typiquement les réseaux de haute montagne ou les réseaux qui sont utilisés dans des situations particulières.
Alors, on va parler maintenant de l'architecture du RRF. Il y a en France 4 opérateurs à ce jour. Orange, SFR, Bouygues, Free. Normalement, je ne vous apprends rien. Il va y avoir 2 opérateurs qui vont être sélectionnés pour le RRF. 2 opérateurs, je vous ai dit une connerie dans la précédente vidéo, j'ai parlé de Orange et de SFR qui seraient des opérateurs de référence. En fait, non, c'est faux, ça n'a pas été sélectionné. J'avais lu ça dans un article. L'article, il se trouve qu'il est faux, donc la source de l'article est fausse. Ou en tout cas, je ne sais pas si peut-être que l'article avait les infos en avance de phase. Moi, ce qui m'a été dit, ce qui m'a été rapporté, c'est que la sélection est toujours en cours, le marché est en cours, il n'a pas été fermé, donc les opérateurs n'ont pas été sélectionnés. L'objectif du coup de ce RRF, c'est d'avoir 2 opérateurs de référence avec un accès prioritaire sur ce réseau. Donc l'avantage de la technologie 4G, 4G, 5G, c'est que ça permet ça. C'est qu'on peut dégrader les performances des autres. C'est un petit peu comme le gyrophare et la sirène quand on est dans les bouchons et qu'on veut se frayer un chemin. L'objectif, c'est que les acteurs puissent tout le temps communiquer. Donc 2 opérateurs avec un accès prioritaire, des terminaux multi-opérateurs, avec une cible multi-opérateur à l'intérieur, et priorité d'accès au réseau, préemption. Et puis également de permettre l'accès à 2 autres opérateurs, cette fois-ci en tant qu'utilisateur standard. On se dit, on a 2 opérateurs de référence qui sont la cible privilégiée quand on va communiquer, ou on va l'utiliser de façon privilégiée. Si jamais ces 2 tombent, eh ben, il en reste 2 autres. On peut être un simple utilisateur lambda, mais on peut l'utiliser quand même. Donc en fait, on va avoir des SIM avec une priorité de préemption sur 2 opérateurs et qui vont pouvoir se connecter sur les 4. Vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'on prend que 2 opérateurs sur le RF? Eh bien en fait, il y a une raison très simple. Il y a des antennes relais qui sont mutualisées avec plusieurs opérateurs. Donc si aujourd'hui on prend une priorité de préemption sur les 4 opérateurs, ça va coûter 4 fois le prix et on n'aura pas une meilleure couverture réseau pour autant parce que y a des sites relais qui sont mutualisés. Donc que votre antenne par exemple, elle soit Bouygues ou Free, il y a des endroits où ça va être la même. Bouygues ou Orange, enfin, je dis n'importe quoi, hein, prenez pas ce que je dis au pied de la lettre en termes de noms des opérateurs, mais il y a des endroits où les opérateurs mutualisent, donc vous avez un pylône avec une antenne qui est partagée entre plusieurs opérateurs. Donc à cet endroit-là, vous imaginez bien que peu importe l'opérateur sur lequel vous êtes, vous aurez la même couverture. Et donc c'est pour ça qu'on a fait appel, ils prennent que 2 opérateurs qui seront sélectionnés, et non pas 4. Ça permet de réduire un peu les coûts, et en même temps, on peut accéder à 2 opérateurs en priorité, 2 autres si jamais vraiment ça se passe mal, donc on est quand même globalement sûr de pouvoir communiquer. Je vous propose maintenant un petit schéma. J'ai légèrement modifié pour ceux qui ont vu la première vidéo, qui va un tout petit peu changer par rapport à ce que j'ai fait dans la première vidéo. La première vidéo, souvenez-vous, là il y avait des liens internet. En fait, comment ça va se passer? Les 2 opérateurs de référence, les 2 premiers, il va y avoir les serveurs du ministère de l'Intérieur qui vont être directement interconnectés aux fibres dédiées aux liens de communication avec les antennes relais. L'objectif pour eux, c'est de passer par toutes les couches basses, donc surtout pas toutes les couches hautes protocolaires, d'avoir un accès complet au réseau de l'opérateur. Donc il va y avoir, comme je vous ai dit, opérateur 1, opérateur 2. Dans l'ancienne slide, dans l'ancienne vidéo, j'avais nommé Orange et SFR, je crois. Et là, en l'occurrence, on ne sait pas. C'est l'un des 4. Enfin, ça va être 2 opérateurs sur les 4 français qui vont être sélectionnés. Mais l'objectif du marché et de la mise en place de ce lot 1 du RRF, ça va être qu'il y ait des serveurs redondés qui sont au ministère de l'Intérieur, qui gèrent toute la partie RRF, toute la sécurité, toute la connectivité, qui vont être directement interconnectés sur les réseaux des opérateurs, qui vont pouvoir accéder en temps réel à la couverture réseau, aux antennes relais en panne, aux maintenances, des choses comme ça, qui vont pouvoir tout contrôler. C'est vraiment, il y aura une surveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. L'objectif est de pouvoir mettre en place tout de suite une action corrective si jamais il y a une antenne relais qui tombe en panne. S'il se passe quelque chose à un endroit, on ne sait plus pourquoi, ça ne répond plus. Je sais pas moi, l'antenne a cramé, il y a n'importe quoi. L'objectif, c'est de pouvoir surveiller 24 heures sur 24 tout ça. Donc, voilà. Le schéma est vraiment très simplifié, mais c'est pour qu'il puisse être accessible à tout le monde. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne passe pas du tout par les serveurs des opérateurs. On a accès vraiment directement aux liens d'interconnexion des antennes relais. Voilà, vous voyez, les opérateurs, eux, ils ont accès également, mais les serveurs du ministère de l'Intérieur ne passent pas par ces serveurs. Et là, regardez ce qui change entre l'architecture des deux opérateurs de référence et l'architecture des 2 opérateurs secondaires, on va les appeler comme ça. Et bien c'est que cette fois-ci, on n'aura pas accès directement au réseau,
aux liens sécurisés, ils auront directement accès aux serveurs des opérateurs, aux couches hautes, ils vont pouvoir se connecter à leur serveur et récupérer les informations en provenance des terminaux RRF, mais en passant par les serveurs. Là encore, c'est vraiment très... Je réduis au max, puisqu'en fait, dans la pratique, c'est un petit peu plus compliqué, il y a plus de choses, mais l'objectif, c'est que ce soit compréhensible par tout le monde. Donc, sur les deux opérateurs de référence, accès à tout le réseau, on surveille tout, on sait exactement ce qui se passe, couverture en temps réel, les problèmes de... Voilà, tout est remonté. Là, on n'a pas accès à ça. Donc, ils ne pourront pas surveiller le réseau 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors, j'imagine qu'ils vont peut-être mettre en place des applis, des choses qui vont permettre de surveiller quand même, mais il y aura moins de détails sur les deux opérateurs secondaires que sur les deux opérateurs de référence. Voilà, j'espère que c'était assez clair pour vous. Alors maintenant, je me suis dit, bon, un réseau 100% 4G, 5G. Alors, c'est pas tout à fait vrai, puisqu'en fait, on va l'interconnecter avec des réseaux existants. Donc, ça, c'est un peu erroné. C'est pas 100% 4G. Il y aura des parties qui vont utiliser des réseaux PMR, typiquement la haute montagne, où on ne sera pas en 4G, 5G. Mais je me suis dit, sur la partie qui est uniquement en 4G, 5G, est-ce qu'il y a des risques identifiés? Oui, les voici. Alors les risques identifiés pour la partie 4G, 5G, ils sont un peu identiques à ceux qu'on va trouver sur la partie PMR interconnectée à ce RF. Donc, premier risque. J'en ai parlé dans la première vidéo, j'ai repris la slide. On peut avoir des ruptures d'alimentation électrique. Bon, ça c'est commun à tous les problèmes, à tous les circuits électroniques. S'il n'y a plus d'alimentation, il n'y a plus. Ça ne communiquera pas, ça c'est sûr. On peut avoir des pannes informatiques, matérielles, d'ordre matériel ou logiciel. Un bug, ou alors une carte qui crame. Voilà. Dans un cas, c'est une panne matérielle, quand ça crame. Dans le cas d'un bug, c'est une panne logicielle. On peut avoir des cyberattaques. Ça, c'est plus un réseau va être interconnecté et plus on a de risque de cyberattaque. On peut avoir des liens, des problèmes liés à tout ce qui est climatique. Inondations, séismes, tempêtes, tremblements de terre, super volcan qui se mettrait à exploser d'un seul coup. Bref, bon voilà, ça c'est tout ce qui est risque climatique. On peut être brouillé. On peut subir des incendies, des actes de malveillance. Et un risque que je n'avais pas nommé aussi, on peut avoir des risques liés à la sous-traitance. Puisqu'en fait, quand on sous-traite, quand on fait appel à un sous-traitant, automatiquement, on fait confiance dans le mot sous-traitant, mais on a une perte de compétence, il y a une partie de la compétence qu'on ne maîtrise pas. Il peut y avoir des erreurs de manipulation, des erreurs de programmation, qui peuvent faire partie des risques. Je ne sais pas comment c'est fait exactement, une station de base qui est mal programmée, qui ne se connecte pas au bon truc, qui n'a pas la bonne adresse IP, qui n'a pas la bonne config, qui n'a pas le bon firewall, on peut avoir un problème de connexion à ce niveau-là, parce que le sous-traitant a mal programmé le truc. Voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. Erreur, alors ça peut arriver, ça peut être l'erreur humaine aussi, en général, pas forcément liée au sous-traitant. Ensuite, par rapport au risque qu'on vient de voir, on peut se dire, quelle est la résilience du RRF? Quelle résilience va nous apporter le RRF? Eh bien, tout d'abord, ils vont utiliser des serveurs redondés haute disponibilité. Alors, je peux en parler, il y a 2 serveurs qui vont être utilisés, qui vont être dans des endroits séparés physiquement. Et l'objectif, c'est que si jamais il y a un serveur qui tombe parce qu'il y a n'importe quoi, l'autre prenne le relais. Donc ça, c'est prévu de façon quasi instantanée. Si jamais il y a vraiment un blackout complet, en quelques secondes, voire quelques dizaines de secondes, le réseau sera de nouveau opérationnel parce qu'on aura basculé sur l'autre serveur. Les serveurs tournent à peu près à 50% de leur charge, donc l'objectif, c'est que si jamais il y en a qui tombent, le second qui prend le relais passe à 100% de la charge, du coup, et, voilà, ils ont une marge de 50%, donc ils peuvent être utilisés comme ça. Ensuite, pour la résilience, ils vont utiliser une surveillance du réseau 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec remontée d'alerte, il y aura plein de trucs. Donc surveillance à tous les niveaux, surveillance du bon fonctionnement, surveillance des cyberattaques, surveillance des cas, si jamais il y a des gens qui essayent de se connecter de façon bizarre, il y aura sûrement des alertes aussi. Voilà, ça fait partie de la surveillance. Les opérateurs, ils n'ont peut-être pas été sélectionnés encore, mais ils vont avoir un engagement contractuel avec les opérateurs du RRF et avec l'État pour qu'il y ait un engagement de durée de rétablissement du réseau en cas de panne, avec des pénalités à la clé. Concrètement, on peut très bien dire, voilà, tu as 4 heures pour remettre sur pied ton réseau. Si ça tombe à un endroit, si dans les 4 heures il n'est pas remis, je te mets 1 million d'euros d'amende. C'est pas vrai, c'est pas 4 heures, c'est pas 1 million d'euros. Mais l'objectif, voilà, c'est de dire, c'est qu'il y ait des pénalités pour que les opérateurs aient un réseau qui soit le plus résilient possible. Donc ça là-dessus, j'étais vraiment surpris de me dire, ouais, ils ont quand même bien, les équipes du RRF, bravo, parce qu'ils ont quand même bien pris en compte beaucoup de risques. Et ils ont quand même fait en sorte que, enfin,
ils mettent sur pied un réseau qui, pour moi, va bien fonctionner. Ensuite, ils mettent en place également, si jamais il y a une panne de couverture, et si pour une raison X ou Y, l'opérateur travaille ou n'a pas pu le remettre, ils mettent des relais véhiculaires aérotransportables. Donc ça, qu'est-ce que ça va permettre? Ça va permettre de créer une bulle tactique PPDR dans la bande des 700 MHz, qui va permettre aux opérateurs de communiquer entre eux, en plus du mode direct. Évidemment, oui, j'en ai pas parlé, mais sur les terminaux RRF, il n'y a pas de mode direct. Par contre, ils vont avoir une poire, une espèce de micro déporté qui fera office de mode direct, sur lequel ils vont utiliser du DMR pour communiquer entre eux. Donc le mode direct, lui, il va fonctionner tout le temps. Il tombera a priori jamais en panne, sauf s'il n'y a plus de batterie dans les terminaux. Mais si jamais il y a besoin, il y a possibilité de créer une bulle tactique grâce à des relais véhiculaires, grâce à des relais aérotransportables avec une connexion satellite, et donc de recréer soit une bulle tactique pour que les secours puissent communiquer entre eux, soit un lien avec la salle de commandement, les salles de commandement, et le cœur du réseau grâce à une connexion satellite qui leur permettra depuis de n'importe où de communiquer avec leur salle de commandement grâce à cette bulle tactique et cette connexion. Voilà, donc ça c'est la résilience. Ensuite, par rapport au risque de brouillage, ils vont utiliser 7 bandes différentes, donc 7 bandes de fréquence en tout. Ils vont s'interconnecter avec les réseaux existants. Donc j'ai parlé de tout ce qui est réseau haute montagne, les souterrains, quand il y a des utilisations particulières, quand il y a des tunnels, ce qu'on appelle également les opérateurs d'importance vitale. EDF est un opérateur d'importance vitale. Si la centrale nucléaire tombe en panne, s'arrête n'importe quoi ou qu'elle pète, bon, c'est pas souhaitable, mais le RRF, ou du moins la zone qui sera touchée, n'aura plus de courant, voire sera détruite, et donc ce sera problématique. Donc EDF, SNCF, certains opérateurs comme la RATP qui font partie des opérateurs d'importance vitale, où l'objectif du RRF à terme, c'est de s'interconnecter sur ces réseaux-là. On parle également des associations agréées de sécurité civile, Croix-Rouge, Protection civile, Hors de Malte, FF2S, etc., etc. Avec peut-être une possibilité de s'interconnecter sur ces réseaux-là. C'est en discussion. Je vous ai dit, il y aura plusieurs lots, lot 1, lot 2, lot 3, ça fait partie du 3e lot. Ça viendra donc dans un 3e temps. La résilience, on en a parlé, le mode direct via un accessoire, la fameuse poire, qui permettra de communiquer en DMR. Et puis, à venir, pour encore plus de résilience, ils veulent se baser également sur les technologies 5G satellitaires qui vont arriver plus tard. On pense à Starlink. Starlink, c'est le réseau d'Elon Musk, mais la 5G satellitaire est un réseau qui peut tout à fait se déployer au fur et à mesure des années, et on aura des satellites interconnectés au-dessus de nos têtes qui nous permettront de dialoguer dans les zones où on n'aura plus de couverture réseau, tout simplement. Au beau milieu de l'Atlantique, par exemple. Donc ça, c'est des fonctionnalités à venir sur lesquelles le RRF réfléchit, se penche, regarde. Comme ça va être utilisé par des opérateurs civils ou privés, le RRF peut tout à fait venir se greffer dessus. Donc ce sera des technos qui ne vont pas coûter très cher, puisqu'elles seront déjà éprouvées, utilisées par un grand nombre d'utilisateurs, et eux vont pouvoir en bénéficier à moindre coût. Alors maintenant, on va faire un tout petit peu de controverse. Mon avis sur le RRF. Alors, il y a un peu moins tranché que dans la première vidéo, parce que je note quand même qu'il y a eu un sacré travail qui a été fait. Je ne pensais pas qu'il y avait eu autant de boulot qui avait été fait. Les opérateurs, ceux qui mettent sur pied le RRF, toute l'équipe, Alain et votre équipe, ont fait un sacré travail. Ils sont allés voir chaque métier pour bien comprendre, pour mettre en place un réseau. L'objectif, c'est qu'il soit pas seulement pensé par des têtes en col blanc dans un bureau, mais qui répondent surtout aux besoins métiers, aux besoins des métiers, donc du terrain, des acteurs du terrain. Donc je pense que pour moi, le RRF, c'est une architecture qui a été vraiment pensée pour répondre à tous ces besoins métiers, qui a été conçue pour assurer de la résilience et de la sécurité. Il faut noter qu'aujourd'hui, Tétrapol, on ne va pas se le cacher, c'est pas le réseau le plus sécurisé du monde. Il y a des parties très sécurisées, d'autres qui le sont moins. Là-dessus, ils ont vraiment mis un accent plus sur la sécurité. Et concrètement, tout ce qui sort du terminal, tout ce qui sort des serveurs et tout ce qui sort des terminaux est chiffré. Il y a des connexions sécurisées. Bref, ils ont mis l'accent là-dessus. Grâce à un partenariat qu'ils ont monté, ils ont monté le réseau, ils ont réfléchi à ça avec la NSSI, Agence nationale de sécurité des systèmes d'information en France, un peu le gendarme, la police qui gère tout ce qui est système d'information, donc l'informatique et la sécurité. Donc ça, je pense que ça a été vraiment bien pensé. Pour moi, le réseau, il va être garanti, le fonctionnement du réseau, il va être garanti 99%. Je pourrais même monter à 99,9% puisqu'ils vont avoir des relais véhiculaires, des choses comme ça. Donc le chiffre, je vais le changer sur cette vidéo. Là, j'ai mis 99, mais en fait c'est 99,9%. Et
pour moi, à partir du moment où vous avez une couverture réseau, où vous êtes à portée d'un relais véhiculaire, tout ça, ou autre, vous aurez un fonctionnement qui est garanti. Attention cependant, je reste quand même à me dire, aujourd'hui la 4G, c'est très bien, moi je suis en ville, je suis sur Paris, ça passe très bien. Il faut quand même voir ce que ça va donner à la campagne. Typiquement, des gens qui sont dans des milieux un peu vallonnés, des conditions particulières, des souterrains des montagnes, de la plaine avec de la montagne, les réseaux radio, on a parfois du mal à obtenir des couvertures avec les réseaux radio déjà existants, ou ceux qui existaient avant le RF. Donc, attention, donc là je mets en warning quand même, tout ce qui est montagne, forêt, etc. Ça peut ne pas passer ou mal passer. La 4G va moins loin par rapport à une technologie, une vieille technologie PMR, un bon vieux talkie-walkie, en analogique, ça passera moins. Donc il y a des zones dans lesquelles vous avez des réseaux PMR bas débit qui sont déjà en place. Conservez-les. Conservez-les bien. Pour ça, il va y avoir des interconnexions qui vont être prévues. Donc l'objectif, ça va être d'interconnecter votre vieux réseau bas débit en PMR avec le cœur du réseau RF. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que je n'ai pas mentionné dans la première vidéo. Conservez bien vos vieux réseaux, on va les interconnecter parce que eux passent mieux. Si en plus vous avez l'habitude de les utiliser et que vos téléphones ne passent pas très bien, bon, le temps que les opérateurs fassent grandir la couverture avec les années, gardez vos vieux réseaux, ils fonctionneront toujours mieux qu'un truc interconnecté qui ne passe pas très bien. Voilà. Ensuite, mon avis, ça je le dis, en fait d'ailleurs on est d'accord avec l'équipe qui a mis en place le RRF, un réseau pour moi qui est 100% sur IP, de par sa nature même, il va être moins résilient qu'une solution PMR. Une solution bas débit PMR type DMR, NXDN, DPMR, enfin une norme du marché, peu importe, on s'en fout, que ce soit en analogique ou en numérique. Par définition, si vous avez un réseau qui utilise de l'interconnexion, qu'il y a de l'Ethernet, qu'il y a plein de choses comme ça, ça sera moins résilient que si vous avez un seul relais et que votre relais il fonctionne en PMR comme ça. Voilà, que vous avez une couverture définie. C'est de par la nature intrinsèque de l'informatique, parce qu'il y a plus d'interconnexion, plus d'informatique, il faut que tout soit bien connecté, donc il faut que les serveurs tournent, il faut que les infrastructures soient en place, que les liens, les interconnexions ne soient pas rompus, bref, c'est moins résilient. Et enfin, je voudrais insister sur un risque, alors qui a été pris en compte dans le RF, mais qui va peut-être nous poser problème à l'avenir. C'est le risque climatique. Pour moi, le risque climatique, il y a un risque de blackout des réseaux mobiles. Alors, le risque climatique, on ne peut pas le prévoir. On peut anticiper certains risques, on peut essayer de s'en prémunir en mettant des systèmes résilients. Mais pour moi, c'est quelque chose qui arrivera. Avec les dérèglements climatiques, on va avoir de plus en plus de tempêtes, de sécheresses, ça va se mettre à souffler de plus en plus fort. Là, vous voyez, il y a un phénomène qui n'est pas nouveau, mais on a du sable du Sahara qui arrive sur nos voitures. C'est arrivé il y a quelques jours. C'est arrivé en grande quantité par rapport à d'habitude. Il y a toujours eu du sable du Sahara qui survenait. Est-ce que ça fait partie du changement climatique ou pas? Je ne sais pas, je me pose la question, je note qu'il y en a plus. On va avoir donc des moments où il va plus pleuvoir, on va avoir plus d'inondations, on va peut-être avoir des endroits où ils vont apparaître des phénomènes nouveaux, des tornades. En France, on n'en a pas, mais ça peut très bien arriver. On n'en a pas, mais de toute façon très rarement. Donc pour moi, c'est un risque qui va arriver. Le problème, c'est que si on se tape un méga risque climatique, type tempête de 1999, de décembre 1999, mais en x2 ou en x3 plus puissante, on risque d'avoir une bonne partie de l'infrastructure qui est cassée. Alors, par rapport entre un réseau, il faut savoir que si le réseau radio, le réseau radio d'un opérateur est tombé et que les antennes ont été arrachées, un réseau PMR, l'antenne aura été arrachée aussi. Par contre, c'est beaucoup plus rapide de remettre en place un réseau PMR analogique ou numérique avec une antenne relais, si tant est que le pylône soit encore debout, on visse une antenne, on remet un relais, une batterie et c'est reparti. Par rapport à une infrastructure complète, c'est plus compliqué. Voilà, ça demande plus de temps à remettre en route. Il y aura des garanties, alors évidemment les opérateurs devront s'y mettre puisqu'il y aura des pénalités, pénalités à la clé. Maintenant, si c'est toute la France qui a été blackoutée, c'est assez peu probable. C'est assez peu probable également qu'il y ait tous les opérateurs qui soient blackoutés en même temps. Mais bon, si ça arrive, eh ben, ça sera problématique et ça mettra sans doute de longues heures avant de revenir à la normale, voire plusieurs jours. Ce risque, pour moi, il a été en partie couvert par les relais véhiculaires, donc les relais véhiculaires qui ont notamment une connectivité par satellite.
qui vont être déployés un peu partout sur le territoire de façon à ce qu'ils interviennent. Mais là encore, suivant l'ampleur du blackout, le nombre de véhiculaires peut ou pas suffire. Il faut savoir qu'un relais véhiculaire, il va avoir une portée limitée, sa bulle tactique, elle a une portée limitée. Si vous avez besoin de 10 relais et que vous avez, si vous en faut 10 et que vous en avez que 2 ou 3 en stock, des véhicules, ça va être plus problématique. Donc voilà, ça c'est un risque qui est en partie couvert par la résilience, par le fait qu'il y ait plusieurs acteurs, mais qui peut nous arriver sur la figure, qui est totalement imprévisible, et voilà, et qui mettra sans doute à mal donc le RRF, mais pas seulement. Si aujourd'hui on n'a plus de quoi communiquer, si c'est un blackout complet, ça va être problématique pour nous, pour plein de choses. Il y aura peut-être des terminaux de paiement qui ne fonctionneront plus parce qu'ils utilisent également les réseaux des opérateurs. Bref, voilà. C'est un risque à prendre en compte qui va sans doute s'accentuer dans les années à venir, mais je voulais insister là-dessus. Et me dire que c'est le moment où ça arrivera qu'on aura sans doute le plus besoin des secours à ce moment-là. Voilà, donc c'est pris en compte, mais bon. Ensuite, risque de cyberattaque accrue. En fait, il faut savoir que le RF, c'est un réseau régalien. Il y a des intérêts de l'État français qui sont en jeu. Par contre, ce que je note, c'est qu'ils ont pris en compte ce risque. Ça a été vu avec l'NSI. Alors, pour autant, les pirates, ils sont malins. Peut-être qu'un jour, ils arriveront à percer le système. Il faut juste espérer que ça dure le moins de temps possible, qu'ils soient repérés tout de suite et que les corrections soient apportées tout de suite, de façon à ce que ce soit bloqué. Risque lié à la sous-traitance. J'en ai parlé. Les réseaux, ils sont opérés et maintenus par les opérateurs eux-mêmes, mais également par des sous-traitants. Donc, il y a un risque de perte de compétences. Aujourd'hui, il y a une garantie contractuelle de fonctionnement, c'est-à-dire qu'on pénalise l'opérateur si à un moment donné, il y a un truc qui tombe en panne et qu'il n'est pas réparé dans un délai imparti. Pour moi, les sous-traitants, si le sous-traitant n'est pas là, qu'il ne peut pas accéder, qu'il y a n'importe quoi, l'engagement contractuel va différer du fonctionnement réel. Ce n'est pas parce qu'il y a des pénalités qu'ils vont forcément remettre le réseau dans le délai imparti. Il y aura forcément des moments où ce ne sera pas le cas. Il n'y aura peut-être pas assez de techniciens, ça sera peut-être suite à un gros risque climatique, par exemple une grosse tempête, il y aura peut-être besoin de 50 techniciens, il n'y en aura peut-être que 10 sur le terrain. Il va falloir attendre. Donc il y aura des amendes qui seront mises, mais en cas de grosse panne, moi ce que je dis c'est attention, les pénalités n'y pourront rien. Encore une fois, il y a des relais véhiculaires, il y a des choses qui sont mises en place pour pallier ce risque, mais sur un gros événement, ça ne pourra peut-être pas pallier à 100%. Voilà, c'est à savoir. Et enfin, un risque que je rajoute dans le contexte actuel, comme je vous ai dit, là on est le 29 mars 2022, à l'heure où je fais cette vidéo, j'ai rajouté également risques politiques ou géopolitiques, qui sont des risques que je n'avais pas pris en compte dans la première vidéo parce qu'on n'était pas concerné, mais je vous apprends rien normalement si vous suivez l'actualité. Il y a une guerre entre la Russie et l'Ukraine, qui implique même beaucoup plus de pays que ça. Et on peut, du coup, on a la guerre aux portes de l'Europe. Une guerre va nous impacter, nous, directement en tant que civils, mais va également impacter les États et va également impacter le RRF. Si on se prend des bombes sur la gueule, je donne pas cher de la peau de nos réseaux de communication. Peu importe, que ce soit du PMR ou que ce soit de l'interconnecté en 4G, ça sautera quand même, une bombe qui tombe dessus. Les mouvements sociaux également, qui peuvent arriver. Toutes ces tensions là actuellement, c'est pas un scoop non plus. Si on commence à avoir des difficultés d'approvisionnement sur de l'énergie, du gaz, du pétrole, de l'alimentaire, le président Emmanuel Macron en a parlé il y a quelques jours à la télé, ça peut donner naissance à des mouvements sociaux qui peuvent avoir un impact, non pas direct sur la RF, mais à terme, ça peut être lié à des actes de malveillance, des choses comme ça. Donc ça peut également être une problématique, un risque qui pour moi, je ne sais pas si ça a été pris en compte, je l'ai rajouté dans cette slide, puisque on est complètement dans le contexte où ça c'est un risque, un facteur à prendre en ligne de compte qui n'a pas de lien direct avec le RRF, mais qui peut quand même avoir un impact dessus. Voilà. Alors, j'ai laissé ce que j'avais mis sur la première vidéo pour ceux qui vont basculer sur le RRF, qui voudraient avoir encore plus de résilience, qui veulent se dire, qui se disent, moi je suis pas sûr que le réseau passe bien chez moi, j'ai pas confiance, j'ai n'importe quoi, vous pouvez toujours opter pour un réseau PMR bas débit que vous mettez en plus sur votre département, sur votre zone à couvrir. Ça, que vous pouvez interconnecter ou non d'ailleurs avec le RRF. Donc vous pouvez tout à fait prévoir un réseau type VHF ou UHF, analogique ou numérique suivant ce que vous voulez, et vous dire que vous mettez du cryptage de très haut niveau, vous mettez ça sur des relais qui sont secourus avec des groupes électrogènes, avec des batteries, avec pour objectif d'être complètement autonome en cas de rupture
des interconnexions IP. L'objectif d'un tel réseau, si vraiment vous voulez le mettre en place et que vous voulez encore plus de résilience, bah, vous pouvez très bien faire ça. Sachez juste que ce sera des coûts en plus, c'est de la maintenance en plus. Les responsabilités techniques et juridiques ne sont pas prises en charge par les équipes du RRF, mais par vous. Donc je ne sais pas si c'est un SDIS, par exemple, qui souhaite s'équiper de ça. Vous pouvez tout à fait le faire. Sachez juste que ça va coûter plus cher et que du coup, il faudra du personnel en plus. Mais l'avantage, c'est que vous serez 100% maître de votre réseau là-dessus. Prévoyez bien, par contre, si vous faites ça, l'objectif, c'est de pallier le RRF qui est déjà bien résilient. Vous, votre truc, il faut qu'il soit encore plus résilient. Donc, typiquement, en cas de rupture des alimentations, des interconnexions IP, je sais pas moi, un barrage qui cède, qui emporte tout sur son passage, si votre fibre, à un moment donné, elle traverse un pont entre deux sites relais et qu'elle est arrachée au passage par le barrage, faites en sorte que votre réseau il continue de fonctionner. N'hésitez pas également à mutualiser les sites relais. Si vous avez un pylône qui est utilisé pour couvrir une société de taxi, des bus, des transports en commun, des choses comme ça, n'hésitez pas à monter votre réseau là-dessus. En plus, voilà. Prévoyez bien là, tout ce qui veut bien. Voilà, ça c'était ma remarque, même si je dois avouer qu'après avoir discuté avec Alain Dominguez, que je remercie encore, eh bien je note que le RRF a vraiment été bien pensé. Mais, je le redis encore une fois, une solution 100% interconnectée est toujours moins résiliente qu'un relais, un truc PMR classique tout seul, quoi. Voilà, par définition, quand il y a de l'interconnexion, je vais y arriver, il y a toujours plus de fragilité. Voilà, j'en ai à présent fini avec cette vidéo. Je vois qu'on est à 46 minutes. Je vais pas durer plus longtemps. Si vous avez des questions, des remarques, à nouveau une affirmation qui est erronée, n'hésitez pas à me le dire. Je m'en excuse. Normalement, j'ai essayé de corriger les propos que j'ai pu tenir dans la première vidéo. Encore une fois, je ne fais pas partie du programme de développement. Donc je me base sur les longues heures que j'ai passées à m'entretenir avec Alain Dominguez, qui a vraiment pris le temps. Pour autant, je ne sais pas tout. J'ai pas la science infuse, j'ai pas la vérité absolue non plus. Donc n'hésitez pas. Si vous voulez faire des remarques controversées également, n'hésitez pas. J'accepte la controverse à condition que le commentaire soit bienveillant. Voilà, controverse, critique constructive. Hein, si vous êtes uniquement là pour juger, pour me défoncer, je vous le dis clairement, passez votre chemin, le commentaire risque d'être supprimé. Mais si vous voulez faire de la controverse, des remarques, des affirmations, n'importe quoi, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je tâcherai d'y répondre dans la limite de mes possibilités, de mes connaissances techniques et de mes connaissances sur le sujet. Voilà, vous pouvez également me les poser ou m'écrire sur Twitter ou me suivre, @louisrigardé. Et maintenant, petit mot de la fin, merci à tous. Je fais ma traditionnelle petite page de pub. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis Rigardet. Dans la vie, je suis ingénieur indépendant en électronique, grand passionné de radio, grand passionné de crypto, ancien secouriste à la Croix-Rouge. Je l'étais jusqu'en fin 2021. Là, on est en 2022, je ne le suis plus. Officiellement, je suis recyclé. Donc, j'ai été secouriste pendant pas mal d'années. Grand passionné de tout ce qui est technologie radio qui touche notamment à tous les acteurs du secours en France. Radio amateur en heures perdues, F4HZ. J'ai monté ma société qui s'appelle Ingénisup. Si vous voulez en savoir plus sur ce que je fais, n'hésitez pas à aller voir mon site internet. Je travaille à mon compte sur l'électronique, je fournis de la prestation. Si vous avez besoin de conseils dans tout ce qui est système radio, conseils, expertise, des questions sur tout ce qui est sécurité, puisque je me suis passionné sur tout ce qui est sécurité des systèmes PMR, en DMR, des PMR, en XDN, cryptage, un mode de cryptage à choisir, vous ne savez pas trop, un conseil, une suggestion, on vous a conseillé une technologie plutôt qu'une autre et vous diriez un second avis. N'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez également me contacter par LinkedIn. Vous cherchez Louis Rigardet, vous me trouverez normalement sans difficulté. J'aurai plaisir à répondre à vos questions. Notez simplement que sur tout ce qui est techno-radio, je privilégie le contact par LinkedIn. Vous serez sûr d'avoir une réponse. Et je m'adresse également surtout aux professionnels qui ont un lien avec la technique, l'électronique ou les radiocommunications. Voilà, je ne vais pas durer plus longtemps, on est à 49 minutes de vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, toujours sur les radios, communications, PMR, dans de nouvelles vidéos. La suite au prochain épisode. Ciao!